Bonjour, Arthur Grimont-Pont, je suis ingénieur, chercheur à l'école urbaine de Lyon, associé au laboratoire d'études rurales, et je suis cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance, avec Félix, qui s'est déjà présenté. J'introduis la première présentation longue de cette matinée, intitulée « Qui veille au grain ?», où on va discuter de sécurité alimentaire. Je vais commencer par vous raconter une anecdote pour introduire cette conférence. Alors ça s'est passé l'hiver dernier. On est parti randonner en raquette dans le massif de la Chartreuse avec ma compagne. Et on était très mal préparés. On est parti beaucoup trop tard. Si bien qu'au bout de 5 heures de marche, on s'est rendu compte qu'il nous restait encore 3 grosses heures de marche avec un col assez haut en altitude à passer. La nuit commençait à tomber, on n'avait pas de lampe frontale, et donc on voyait bien qu'on ne pouvait pas marcher avec 50 cm de neige jusqu'aux genoux en passant un col dans une météo calamiteuse et tout ça. Donc 3 options s'offraient à nous. On pouvait rebrousser entièrement chemin, donc 5 heures de marche retour avec un passage sur un câble, enfin, où on devait s'accrocher sur un câble, dans la nuit complète, sans lampe ni rien. Pas très bonne option. Deuxième option, construire un igloo et essayer de dormir sur place. Et on l'envisageait sérieusement, on avait des duvets très chauds et tout ça, on disait c'était peut-être le plus sûr. Troisième option, appeler un hélicoptère et être secouru sur place. Donc on a pesé le pour et le contre rapidement, la nuit tombait vite, donc on a essayé de prendre une décision rapide. L'hélicoptère, on s'est dit non mais c'est pas possible, ça va coûter plusieurs milliers d'euros, c'est trop honteux, on peut pas faire ça. Donc on se dit, assez sérieusement, on va construire un igloo. Ça me faisait pas peur, je dis j'ai vu un tuto sur YouTube et tout ça. Au bout d'une demi-heure, j'avais même pas réussi à faire une boule de neige. Donc on bascule sur la première option, qui était retourner à la voiture. Et donc au bout de 5 heures de marche éreintée, on arrive dans un petit refuge où on peut faire du feu pour se réchauffer. Et on est finalement sauvé, on arrive vers minuit ou 1h du matin dans la nuit glaciale. Assez honteux de l'expérience, surtout moi qui avais un peu proposé tout ça. Et en racontant l'anecdote à des amis plus tard, il y en a un qui me dit mais enfin, il fallait évidemment appeler l'hélicoptère. Enfin, déjà, c'est une question de survie. Et puis, évidemment, l'État aurait pris en charge votre sécurité, quoi. Et non, mais je veux bien. Certes, on vit dans un État-providence, mais je pense pas non plus que si tu fais une mission suicide, t'appelles l'État, t'appelles la gendarmerie et un hélicoptère vient te secourir. Et ça m'étonnerait, quoi. Et par acquis de conscience, je suis allé vérifier sur Internet il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, et effectivement, sachez que, alors c'est vrai en dehors des domaines skiables, mais en dehors du domaine skiable, vous partez en slip dans la nuit, tout droit dans la montagne, sans lampe frontale, dans la neige, vous appelez un hélicoptère, vous êtes secouru, vous n'avez rien à payer, l'État prend en charge votre sécurité à ce point-là. Donc ça donne une impression d'État protecteur, plus que tout ce qu'on peut imaginer finalement. Effectivement, l'État prend en charge une partie de nos soins médicaux de base, notre éducation, notre santé, et vient même vous secourir donc un peu où que vous soyez. Mais qu'en est-il de besoins essentiels, tels que l'alimentation? Est-ce que l'État assure notre sécurité alimentaire? On a vu que pendant le premier confinement, un grand nombre de personnes n'en étaient pas convaincues, parce qu'il y a eu des achats de panique, tout le monde s'est rué vers les magasins. Et on s'est un peu moqué pour ceux qui n'ont pas fait ces achats de panique. Personnellement, j'en ai fait un peu, alors que je travaille sur le sujet. Je suis allé quand même faire des grosses courses. Et on s'est un peu moqué de tout ça après coup. On s'est dit, mais n'importe quoi, on n'a pas besoin de plus de PQ quand on a faim ou je sais pas quoi. Mais au final, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine rationalité derrière ça? Si la maladie avait été 2-3 fois plus létale, ce qui s'est déjà vu par le passé, lors d'autres épidémies, on peut facilement imaginer qu'un grand nombre de postes clés dans la chaîne alimentaire auraient été désertés. Et il y aurait eu de très sérieux problèmes d'approvisionnement des villes. Donc il y avait une forme de rationalité derrière ça. Mais ce qu'on va faire dans cette première partie de la matinée, c'est s'intéresser à l'état des lieux de la sécurité alimentaire en France. Donc on a divisé notre présentation en 4 grandes parties. La première partie va être présentée par l'ANINE. Donc l'ANINE est membre du conseil d'administration de notre association et elle est consultante sur les enjeux de transition écologique. Et elle va parler de l'état actuel du système alimentaire et de ses défaillances. On va voir qu'elles sont nombreuses. Ensuite, Philippine, qui est ici, qui est également membre du CA de l'Asso, va parler des vulnérabilités de ce système. Donc, en gros, de l'état de sécurité alimentaire.
Ensuite, donc Philippine est doctorante sur l'évaluation des politiques alimentaires. Et Félix va prendre la parole pour présenter vers où aller, ce que les scientifiques et les experts nous disent sur comment construire un système alimentaire capable d'assurer notre sécurité alimentaire. Et enfin, je reprendrai la parole pour vous expliquer comment le faire politiquement, quel type de projet politique concret peut-on porter à différentes échelles pour construire un système alimentaire soutenable et résilient. Donc. Vous avez à vos tables 2 grandes feuilles A3. La première sur laquelle il est écrit de vous questionner sur ce qui vous interpelle dans notre présentation. Et la seconde, vous pouvez écrire si vous avez des objections ou des questionnements, des choses qui vous posent question dans notre présentation. Et donc vous êtes invité à écrire sur les post-it dès lors que vous remarquez, dès lors que vous avez des éléments à inscrire sur chacune de ces feuilles. Et ces feuilles vous serviront à alimenter un débat qui a lieu en fin de matinée. Et pour l'heure, je donne la parole à la Nine qui va vous parler du système alimentaire et de ses défaillances. Bonjour à tous et à toutes. Donc, avant de parler des défaillances, je vais vous prendre quelques minutes pour parler, enfin juste décrire ce dont on parle, donc le système alimentaire. Le système alimentaire, c'est un ensemble d'activités qui sont dépendantes les unes des autres et qui nous permettent d'assurer l'alimentation d'une population. Il y a une diversité de systèmes alimentaires, il n'y a pas juste un système alimentaire, parce qu'on peut faire des choix différents pour organiser cette fonction nourricière. Et puis pour un territoire donné, le système alimentaire peut évoluer. Par exemple, ici, hop, on a choisi quelques images pour illustrer le système alimentaire qui prévalait en France à la fin du 19e siècle, avec l'exemple de l'industrie laitière, et en particulier ce qu'il fallait par exemple pour avoir un yaourt. Donc on voit qu'il y a assez peu d'étapes et assez peu de lieux qui sont séparés d'une dizaine de kilomètres, ou peut-être au plus d'une centaine de kilomètres. Et en termes de ressources, on a des hommes, des femmes, des animaux de trait, des animaux d'élevage, de l'herbe, quelques infrastructures, un train pour relier les lieux de production aux lieux de consommation. Aujourd'hui, pour produire un yaourt, le système s'est considérablement complexifié. Il ressemble plutôt à ça. Donc vous êtes peut-être familier de cet exemple qu'on utilise souvent dans nos conférences. Donc pour ce produit de consommation courante, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit que le nombre d'espèces végétales impliquées a augmenté. Donc on n'a pas juste de l'herbe, mais on a aussi du maïs, du grain, du soja. On a des fraises et de la betterave pour le sucre, parce que les régimes alimentaires ont également évolué. On a aussi l'apparition de machines, non seulement dans les champs, mais également dans les usines. On a des produits de synthèse, donc des engrais, des pesticides, mais également des arômes, des épaississants qui d'ailleurs introduisent une autre espèce végétale, donc des algues rouges. On a également du transport, parce que ces étapes, contrairement au système précédent, peuvent être séparées de dizaines de milliers de kilomètres. Par exemple, les algues rouges, qui sont des épaississants dans le yaourt, sont produites pour 80% dans les Philippines. Et donc, on a plusieurs continents qui sont impliqués, et en fait, tout ce système repose notamment sur un usage abondant du pétrole. On aurait pu ajouter sur cette diapositive une représentation des plateformes logistiques de distribution, et puis aussi un rayon de supermarché, parce que, comme vous le voyez sur ce schéma, le système alimentaire ne concerne pas que l'étape de production, et je pense qu'on l'a déjà évoqué abondamment avec les précédentes présentations, mais donc il prend en compte tous les maillons de la chaîne qui nous permettent d'avoir de la nourriture à disposition. Et ça commence, comme Jérémy Camus l'a bien rappelé, par est-ce qu'il y a des gens pour cultiver des choses, est-ce qu'il y a des terres où cultiver les choses, donc la politique foncière et agricole. Est-ce qu'il y a des semences, est-ce qu'il y a des machines, donc les intrants agricoles. Ensuite, après la production, l'étape de transformation, de distribution, la consommation, bien sûr, la production de déchets par les consommateurs, et entre toutes ces étapes, comme on l'a dit, beaucoup de transport et de logistique, parce que ces étapes, du coup, sont séparées. On pourrait résumer la particularité du système alimentaire dominant actuel dans les pays riches par 3 caractéristiques principales. La première, si on revient sur ce slide, c'est l'utilisation
intensive d'intrants, c'est-à-dire des substances externes au système qu'on apporte, donc les engrais, les fertilisants, par exemple, le pétrole. La deuxième caractéristique clé, c'est la spécialisation, non seulement des acteurs, donc on voit bien qu'ici, contrairement au système du 19e siècle, où la traite des vaches, par exemple, la préparation du lait et la fabrication du yaourt, pouvaient avoir lieu dans un même lieu à la ferme, et d'ailleurs à proximité de là où l'herbe était cultivée. Ici, toutes les étapes sont très fragmentées et peuvent être spatialement très très dispersées. Donc la spécialisation, c'est la spécialisation des acteurs, des savoir-faire, mais également des régions. Donc on sait qu'en France, certaines régions se sont spécialisées dans l'élevage, tandis que d'autres se sont spécialisées dans la monoculture. La troisième caractéristique clé, c'est la concentration économique. On le voit un petit peu moins sur cette diapositive, mais le nombre d'acteurs a diminué et la taille des acteurs a augmenté. Pour prendre juste un exemple, au début du XXe siècle, on avait 40 000 moulins en France. Aujourd'hui, il en reste 400. Et sur ces 400, seuls 40 moulins assurent la production des 2 tiers de la farine. Donc ça a nécessairement des conséquences sur les rapports de force qui sont à l'œuvre aussi dans le système alimentaire actuel. Donc pour résumer, ces 3 caractéristiques ont permis une augmentation spectaculaire de la productivité. Et donc indéniablement, le système qu'on a aujourd'hui a permis d'augmenter la production alimentaire, ce qui était le but de l'après-guerre, produire plus pour nourrir la population. Donc pourquoi vouloir changer le système? Eh bien parce que dès qu'on regarde au-delà de la question du volume et de la quantité, on se rend compte qu'il y a des défaillances majeures dans ce système. Et on va en détailler 3. La première concerne la malnutrition, donc la capacité seulement partielle en fait, du système à nourrir convenablement la population, donc la fonction vraiment première. Ici on est à la cité de la gastronomie, mais là on parle de nutrition, malnutrition, sous-nutrition. On parlera ensuite des conditions de travail dégradées et inéquitables qui sont à la base de ce système alimentaire, et qui mettent en cause sa pérennité, mais aussi sa désirabilité sur le plan social et éthique. Et enfin, j'aborderai rapidement les conséquences environnementales du système alimentaire, dont le système alimentaire est d'ailleurs une des premières victimes. Donc on commence par la première. Malgré environ 70 années d'existence, du coup, le système agro-industriel aujourd'hui n'arrive pas à nourrir toute la population correctement. Donc il y a 770 millions de personnes sur Terre, c'est-à-dire un humain sur 10 qui souffre de sous-alimentation. Une personne sur 10 sur Terre, c'est colossal. Si on regarde une situation un peu moins grave qui est la situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire connaître des épisodes de faim irréguliers, ou alors ne pas avoir accès à une alimentation qui permette d'être vraiment en bonne santé, ça concerne 1/3 de la population mondiale. Donc ces chiffres concernent le monde et on pourrait penser qu'en France la situation est meilleure, mais en fait la précarité alimentaire reste un enjeu majeur et on l'a aussi évoqué en début de journée. En France, 1/4 des Français se restreignent sur la quantité de ce qu'ils mangent pour des raisons financières. 1/4 des Français, ou 1/4 des personnes dans cette salle, ça représente une 40aine de personnes. Donc c'est considérable. Il y a également 1 personne sur 10 en France qui a recours à l'aide alimentaire institutionnelle. Donc la malnutrition et la sous-nutrition ont des conséquences sur la santé, c'est assez intuitif. Ce qui est peut-être moins intuitif, c'est qu'avec le développement du système agro-industriel, il y a eu des nouvelles pathologies sont apparues liées à une alimentation avec des aliments trop riches en sucre ou en sel ou en additifs divers par exemple. Ce qui fait qu'en regard des chiffres de cette diapositive sur la malnutrition, on peut mettre des chiffres du même ordre de grandeur sur le nombre de personnes en surpoids ou en situation d'obésité. En France, est-ce que vous connaissez la proportion d'adultes obèses ? 17%. Donc presque 1/5. Voilà. Donc, en fait, jusque dans les années 80, la question alimentaire était vecteur de progrès sanitaire, et puis aujourd'hui, elle cause la mauvaise santé de presque la moitié de l'humanité. Voilà pour la première mission. Si on passe aux conditions de travail, on sait qu'en France, les agriculteurs et les agricultrices sont la
catégorie socio-professionnelle la plus pauvre, bien que ce soit celle qui travaille le plus et qui parte le plus tardivement à la retraite. Même si le mot agriculteur ou la profession d'agriculteur recouvre des réalités diverses, on sait que la moitié d'entre eux gagnent moins que le SMIC, voire bien moins que le SMIC. Sur 100 € de dépenses alimentaires, seulement 6,50 € reviennent aux agriculteurs. Et dans un système en fait, qui est non régulé, en fait, les acteurs tendent à maximiser les gains et du coup, généralement, jouent sur deux leviers, soit l'augmentation des volumes, soit la baisse des coûts. Et du coup, le système alimentaire n'échappe pas à la règle, ce qui fait que, là, ici, par exemple, on a une photo d'une région en Espagne qui est surnommée la mer de plastique, qui est couverte de serres en plastique, où on cultive des fruits et légumes à destination de l'export, beaucoup pour l'Europe. Et cette région fait un usage abondant de main-d'œuvre saisonnière et immigrée, dont beaucoup sont logés dans des bidonvilles et travaillent dans des conditions de travail accablantes, donc des chaleurs jusqu'à 50 degrés, exposés aux pesticides, très peu de pauses. Donc ça, c'est en Espagne, et ce recours à une main-d'œuvre moins coûteuse et moins protégée, c'est quasiment systématisé dans les pays riches comme l'Espagne, la France, l'Allemagne. Mais au sud, on a aussi des études qui documentent bien des conditions de travail aussi accablantes, voire plus accablantes encore, dans des cultures destinées à l'export comme la noix de cajou ou la banane. Donc voilà, ce système alimentaire qui nourrit mal une moitié de la population offre en plus des conditions de travail indignes à des millions, voire des centaines de millions de personnes. Je passe à la troisième défaillance majeure du système, qui est son impact environnemental. Donc l'impact environnemental du système alimentaire, il est colossal. On peut même dire que l'alimentation constitue la première force de transformation de l'espace par l'homme. Notamment 80% de la déforestation est liée à une activité agricole, donc soit pour planter du soja pour nourrir les bêtes, pour planter des palmiers pour faire de l'huile de palme pour nos produits transformés, pour élever des crevettes à la place des mangroves, etc. Si on parle de dérèglement climatique, et on en a déjà un peu parlé, à l'échelle mondiale, c'est le système alimentaire au global est responsable de 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, si on parle de pollution, le système alimentaire est un des premiers pollueurs, à l'origine de pesticides dont on trouve les résidus partout, y compris dans des zones naturelles protégées et dans des zones d'élevage intensif, par exemple, à l'origine de marées vertes ou de zones mortes sur les zones côtières, perturbation des cours d'eau et pollution de l'eau potable. Et pourtant, l'agriculture, comme Philippine vous le dira, repose sur une biodiversité et un vivant en bonne santé, notamment pour des services naturels comme la rétention de l'eau, la fertilité des sols, etc. Donc, en conclusion, si on additionne les coûts associés à ces trois défaillances majeures, donc le coût de la malnutrition, de la mauvaise santé, de l'aide alimentaire institutionnelle, le coût des subventions aux agriculteurs, de la PAC, et le coût de la gestion des conséquences environnementales, donc la dépollution des eaux, le service d'épuration des eaux. Même si le coût apparent pour l'usager final en magasin est assez faible, finalement la nourriture n'a jamais coûté aussi cher qu'aujourd'hui. En fait, dans un système où les impacts sanitaires, sociaux et environnementaux sont considérés comme des externalités par les acteurs qui produisent l'alimentation, ce n'est pas vraiment une surprise qu'on assiste à l'apparition de ces défaillances. C'est plutôt une conséquence attendue du système, c'est quasiment structurel. Donc voilà, si ces trois raisons n'étaient pas suffisantes pour vouloir changer le système, on devrait quand même le faire. Enfin, c'est des raisons suffisantes, mais en fait, même si on voulait continuer ainsi, il est peu probable qu'on le pourrait, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte et que Philippine va vous détailler, qui mettent en cause la durabilité et la robustesse du système. Donc Philippine et moi racontons les mauvaises nouvelles, et puis après Félix et Arthur passons à autre chose. Donc je vais continuer sur les mauvaises nouvelles et je vais vous parler des vulnérabilités du système alimentaire. On va en avoir de trois types. Donc on va voir, il y a le dérèglement du système terre, l'épuisement et la dégradation des ressources et les tensions économiques et politiques.
Donc on va commencer avec le dérèglement du système Terre et notamment du coup le changement climatique et la perte de biodiversité. Le changement climatique, l'origine est sans équivoque le résultat des activités humaines. Et en agriculture, ça signifie qu'on va avoir des conditions de plus en plus hostiles. Je vais vous le montrer avec cette carte qui est assez parlante. Donc, elle montre l'évolution de l'indice d'humidité des sols agricoles avec comme référence 1970 et comme projection 2055. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des sols qui vont devenir, du coup là sur la carte, orange à rouge et qui correspondent à des sols qui vont être secs à extrêmement secs. Et le extrêmement sec correspond à l'équivalent de sécheresse de 2003 qui a conduit à moins 20% de la production de céréales. Ce constat, il est d'autant plus alarmant pour 3 raisons. La première, c'est que là, on est sur un indice d'humidité moyen et non pas sur un record. Ensuite, on voit que les premières régions qui vont être touchées, ça va être les régions de forte production, avec autour de Paris, la Beauce, la Picardie et la Champagne. Et ensuite, on est dans un scénario qui est plutôt modéré, puisque comme on le voit, c'est sur une augmentation de 3 degrés des températures, alors qu'on serait plutôt de 3 degrés d'ici la fin du siècle, alors qu'on serait plutôt de l'ordre de 4 ou 5 degrés, dans le cas où les pays ne respectent pas les engagements passés pendant la COP21 et la COP26. Si maintenant on regarde plus loin avec les projections, donc en 2085, là c'est quasiment la quasi-totalité du territoire métropolitain qui va avoir des sols moyens extrêmement secs. En termes de climat, ça va être la remontée progressive d'un climat méditerranéen sur tout le continent en l'espace d'1 siècle. On va avoir, par exemple, du coup là c'est sur la carte, le climat de Châlons en Champagne qui aura pour équivalent le climat de Cahors d'aujourd'hui. Donc, pour les écosystèmes, le fait que ce climat méditerranéen remonte très vite, ça va demander des adaptations. Ça fait que les filières locales ne seront probablement plus adaptées puisque les cultures ne seront plus adaptées aussi. Et ça va du coup, petit à petit aussi, sur le fond, dégrader les rendements. Cette tendance progressive, on va aussi avoir des événements climatiques ponctuels extrêmes, avec par exemple des inondations, des feux ou des pluies violentes. Et là, sur un territoire, ça peut être la quasi-totalité de la récolte qui peut être perdue. Et ça peut aussi être des infrastructures stratégiques comme les routes, les usines ou les réseaux électriques qui peuvent être impactés. En conclusion, on va avoir des dégradations de fonds qui vont s'accentuer et des situations de plus en plus fréquentes et intenses. L'effondrement de la biodiversité, c'est la deuxième composante du dérèglement du système Terre. Par son ampleur et sa vitesse, on parle de la 6e extinction de masse. Donc là, c'est une catastrophe écologique. On est dans l'anéantissement de la vie sur Terre. Et comme pour le changement climatique, l'homme en est responsable. En agriculture, ça va signifier que certains services écosystémiques ne pourront plus ou seront mal assurés. Et comme service écosystémique emblématique, on va avoir la pollinisation par les insectes. Aujourd'hui, les populations d'insectes s'effondrent. Et un exemple qui montre bien ça et qui va parler à tout le monde, ça va être nos pare-brises de voitures qui aujourd'hui sont immaculés, alors qu'il y a encore 10 ans, ils étaient recouverts d'impacts d'insectes. On a mis quelques chiffres qui sont issus d'études locales pour montrer l'ampleur de cet effondrement, avec moins 67% des insectes en zone agricole en 10 ans, moins 33% des oiseaux en zone agricole aussi en 30 ans, et moins 40% des chauves-souris en 10 ans. Le fait que certaines populations s'effondrent, ça va venir perturber les services écosystémiques et du coup l'écosystème dans son ensemble et le perturber fortement. On a mis pour ça un exemple qui est l'invasion de criquets qui s'est passée en Chine dans les années 50 et qui a conduit à la plus grosse famine. C'était l'une des raisons, c'était que il y avait une campagne qui avait été mise en place par le gouvernement chinois qui s'appelait la campagne des 4 nuisibles et qui consistait à l'élimination systématique des moineaux. Les moineaux étaient jugés responsables de manger les grains des récoltes et donc pour éviter cette perte, ils se sont dit que la meilleure solution c'était de les éliminer, sauf qu'ils se sont rendus compte un peu tard que les oiseaux mangeaient surtout et avant tout des insectes, dont les criquets, qui ont ensuite ravagé les cultures. L'autre type de menace, ça va être l'épuisement et la dégradation des ressources. Donc ici, on va parler d'énergie, de sol et d'agriculteurs.
Si on commence par l'énergie, donc avec l'épuisement des ressources énergétiques et minières, on sait que nos sociétés sont très énergivores et le système alimentaire n'y échappe pas. Quand on pense à l'énergie en agriculture, l'image qui revient le plus facilement, ça va être celle des tracteurs. Mais malheureusement, c'est tout le système alimentaire qui dépend de ces énergies. Donc on va avoir toute la partie amont avec la fertilisation et toute la partie aval avec l'usine, les transports, la grande distribution et ensuite la cuisine dans les foyers. À titre d'exemple, pour l'énergie nécessaire pour fabriquer en France les engrais va être équivalente à celle utilisée pour faire rouler l'ensemble des tracteurs. Et si on continue sur cet exemple des engrais, on sait que c'est un élément limitant pour la croissance des plantes. Et aujourd'hui, les organisations et les ressources ne sont plus existantes pour permettre une fertilisation organique, ce qui fait qu'on est entièrement dépendant de cette ressource pour produire. De manière générale, dans le mix énergétique mondial, les énergies fossiles représentent 80%. Donc ici, on voit un graphique qui montre l'évolution des différentes sources d'énergie dans le monde entre 1900 et 2010. Et ce qu'on peut voir, c'est que après du coup, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a une consommation qui explose en flèche, on a une multiplication par 6. Le problème, c'est que ces énergies, elles sont finies et qu'aujourd'hui, on est déjà entré dans une phase de déclin. Sur ce graphique, là, on voit l'évolution de la production mondiale de pétrole, donc qui est la courbe en noir, avec en parallèle le rythme des découvertes qui sont les barres en grise. Et on voit que là où il y a le cercle, depuis 1985, le rythme de découverte est systématiquement inférieur au rythme de production. Le pic de production du pétrole, il a été estimé aux années 2000. Aujourd'hui, on ne voit pas encore les effets de ce déclin parce qu'il a été partiellement compensé par le développement des pétroles dits non conventionnels, avec les sables bitumineux et les pétroles de schiste. Mais cette béquille est très fragile parce qu'il faudrait doubler la production pour continuer à compenser le déclin actuel du pétrole conventionnel. Et ensuite, on sait que ces pétroles non conventionnels sont extrêmement difficiles à extraire, donc aussi très coûteux. Donc, pour l'énergie, on va avoir cette tendance de fond où elles vont se raréfier. Et on va aussi avoir des événements ponctuels avec des tensions géopolitiques et économiques qui vont conduire à des situations de crise. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a eu avec la guerre en Ukraine. Ici, on a un article de presse du 9 mars 2022 où on a le fabricant Yara qui a dû suspendre sa production d'engrais azotés en raison de l'envolée des prix du gaz. Et quelques jours après, FranceAgriMer avait communiqué des chiffres comme quoi pour les agriculteurs, ça signifiait que les prix des engrais azotés avaient triplé en l'espace de quelques semaines et ça représentait plus de 200 € par hectare en fertilisant à ajouter en plus. Donc là, on n'est pas encore dans une situation de crise, mais on se rend bien compte qu'avec cette hausse spectaculaire, on va avoir des agriculteurs qui vont être dans des conditions de ne pas pouvoir payer le prix fort de la fertilisation cette année. Les autres ressources qui viennent à manquer sont les terres et les agriculteurs. Donc les terres à la fois parce qu'on en perd en quantité mais aussi en qualité. Donc en quantité, c'est moins 20% des terres agricoles en 60 ans. Et c'est aussi aujourd'hui un quart des sols agricoles qui sont sujets à de l'érosion. Du coup en qualité, on l'a vu avec la NAN, en raison des pratiques agricoles avec l'homogénéisation des paysages et aussi l'usage des pesticides, on a des sols qui s'appauvrissent avec moins de vie dans les sols. Ici, on vous a mis une photo du bassin du Grand Large, donc qui est dans l'Est lyonnais, qui est en 1958. La photo est en noir et blanc. Et on peut voir, du coup, il y a beaucoup de petites parcelles. Et si vous arrivez bien à distinguer, on voit qu'au centre, il y a certains petits villages voilà, qui se trouvent au milieu des terres. Si on regarde maintenant aujourd'hui comment ce paysage a évolué, donc la photo va être en couleur, mais on va avoir du coup tous les centres urbains, tous les petits villages qui se sont complètement étalés, et aussi on va avoir des terres agricoles, elles aussi qui se sont étalées avec des parcelles beaucoup plus grandes. Ces parcelles plus grandes, c'est aussi le signe de la mécanisation et du fait qu'on ait de moins en moins d'agriculteurs en France. Sur cette courbe, on voit la chute phénoménale du nombre d'agriculteurs en France. Donc entre 1880 et 2040, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on avait 30% de la population active qui était agriculteurs. Donc dans cette salle, si on était représentatif, ça serait environ 4 tables dans la salle qui seraient agriculteurs. Et aujourd'hui, il ne resterait plus que 4 personnes, donc soit 3% de la population active.
Le fait qu'on manque d'agriculteurs est extrêmement problématique parce qu'on a besoin de sachants et de gens qui savent cultiver les terres pour relever les défis agroécologiques et également dans une autre mesure de dépendance énergétique. La dernière menace, c'est les tensions économiques et politiques, donc qui vont être renforcées par le fait que les deux autres menaces vont s'accentuer, puisque ces menaces vont engendrer des vagues de migration massives avec des réfugiés climatiques. Il est probable que d'autres pandémies arrivent puisque l'effondrement de la biodiversité se poursuit. Et également avec le fait qu'on soit dans une phase de déclin des énergies, ça va complètement remettre en cause notre système de croissance et du coup notre développement économique tel qu'il est conçu aujourd'hui. Et pour finaliser, pour remettre une couche sur ces menaces, on va aussi avoir des risques dits majeurs. On les dit majeurs parce qu'ils ont la capacité d'arrêter de façon brutale tout le système alimentaire, et au regard de tout ce qui s'est dit depuis le début de la présentation, il est de plus en plus probable, plausible, que ces événements arrivent. Donc parmi eux, on a mis un risque de blackout, donc d'arrêt complet du réseau électrique, qui du coup, en raison de la conservation des aliments et des usines, serait extrêmement, créerait beaucoup de pertes. On a également un risque de conflit armé, de crise financière et de crise sanitaire qui pourrait éventuellement être plus létal que ce qu'on a connu avec le Covid. Donc à ce moment de la présentation, normalement tout le monde doit se sentir bien. La suite va être plus réjouissante. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des défaillances qui sont sérieuses. On a aussi des vulnérabilités qui vont en s'accentuant et donc un risque d'alimentaire grandissant. Et Félix va nous expliquer du coup quelles transformations peuvent être mises en place pour résoudre ces problèmes. Donc, en effet, on fait face à un double enjeu. Si on regarde du côté des défaillances ou du côté des vulnérabilités, on voit bien qu'on n'a pas le choix. Il va falloir transformer de fond en comble notre système alimentaire qui aujourd'hui est largement dominé par un modèle agro-industriel qui cause une partie de ces problèmes. Donc on va essayer de voir un peu quelles transformations sont nécessaires pour répondre à ces enjeux. Et c'est pratique, il y a toute une vaste littérature scientifique et technique qui existe sur le sujet, qui permet de assez facilement voir les horizons souhaitables et vers lesquels se tourner. Et notamment, en France, ont été publiés 2 scénarios très intéressants. Le premier, After 2050, fait par Solagro, qui, à l'échelle française, essaie de voir un peu à quoi ressemblerait très concrètement une transformation plutôt du système agricole pour le coup, mais qui derrière aurait des implications sur l'ensemble du système alimentaire. Et puis le scénario TIFA de l'IDRI, TIFA c'est 10 Years for Agroecology, qui regarde plutôt à l'échelle européenne comment est-ce qu'on pourrait transformer les choses pour répondre à ces enjeux. Donc ça, ce sont des démarches qui sont extrêmement intéressantes puisqu'elles apportent les preuves chiffrées, matérielles, que ces changements sont tout à fait réalistes et qu'on peut nourrir sainement la population tout en diminuant fortement les externalités négatives du système alimentaire. Donc on a la preuve théorique que tout ça peut largement fonctionner, et donc maintenant on va essayer de voir un peu vers quoi convergent ces différents scénarios. Il y a 3 grands axes qu'on peut retenir. Une transition au niveau de l'agriculture, des techniques de production, une transition de nos régimes alimentaires, on en a déjà un peu parlé ce matin, et une reterritorialisation des systèmes alimentaires. Au niveau de la production agricole, l'enjeu est simple, c'est de généraliser l'agroécologie. Qu'est-ce qu'on entend par là? Simplement le fait d'appliquer des savoirs qui sont issus de l'écologie, des sciences de l'environnement, aux pratiques agricoles. En gros, l'idée un peu au cœur de tout ça, c'est de remplacer des interventions qui sont aujourd'hui réalisées par des humains via des intrants par des fonctions qui sont naturellement à l'œuvre dans les écosystèmes et a fortiori dans les agrosystèmes. Typiquement, au lieu d'appliquer un pesticide, on compte sur, par exemple, un désherbant, on compte sur la présence d'alouettes et de carabes qui vont aller manger les graines des adventices. Voilà un exemple de ce que vise concrètement l'agroécologie dans ses grands principes. Donc derrière, il y a 3 enjeux relatifs à ça. Le premier, c'est pour que ces écosystèmes soient fonctionnels, il faut évidemment préserver leur intégrité, les ressources, donc avoir des sols vivants, riches en biodiversité, une ressource en eau qui soit de qualité et de manière générale une biodiversité autour des exploitations agricoles qui soit là aussi nombreuse et qui puisse remplir de nombreuses fonctions dans les écosystèmes.
Il y a également un enjeu important de sobriété dans l'usage des intrants. Donc réduire notre utilisation d'intrants issus de l'industrie chimique ou pétrolière. Si on prend le scénario After, par exemple, ils envisagent une division par 3 de l'application des engrais azotés de synthèse et des pesticides. Et dans le scénario TIFA, à l'échelle européenne, ils arrivent à s'en passer complètement. Et puis le troisième enjeu, qui vient s'opposer de manière assez frontale à toute l'historique de spécialisation du système agro-industriel, c'est au contraire de rediversifier, et ceci à tous les niveaux, que ce soit vraiment au niveau de la génétique des plantes que l'on cultive ou des animaux que l'on élève, pour essayer d'avoir des variétés qui sont plus hétérogènes. C'est également au niveau des assolements, donc des différentes cultures qu'on va trouver au fur et à mesure sur une parcelle donnée, d'essayer de complexifier ces rotations pour davantage casser le cycle de ce qu'on appelle les bioagresseurs, donc des maladies qui s'installent ou des insectes qui vont aussi voir leur population augmenter lorsqu'une même culture revient fréquemment à un même endroit. Ça va être d'intégrer aussi des légumineuses, qui sont des plantes qui permettent de fixer l'azote de l'air et donc apporter de la fertilité au sol. Et une diversification qui touche aussi les paysages agricoles dans leur ensemble, avec une présence plus importante, ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques. Donc en gros, les éléments type les arbres, les haies, les zones humides, les surfaces qui sont toujours en herbe, tout ça qui sont des habitats et des ressources pour la vie sauvage et qui donc permettent d'avoir derrière des agrosystèmes fonctionnels. Donc ces grands principes se traduisent concrètement derrière par différentes pratiques agricoles. Ici, on vous a mis quelques exemples. Donc l'introduction et en gros la généralisation des couverts végétaux qui correspondent donc à implanter une culture entre deux cultures principales. Ici, voilà, vous avez un couvert de tournesol. C'est intéressant puisque ça permet d'éviter que les sols soient à nu et donc de limiter leur sensibilité à l'érosion. Ça apporte de la matière organique au sol, ça peut être valorisé derrière comme fourrage, en tant qu'énergie, en tant que matériau. Typiquement ici vous avez l'exemple où le couvert n'est pas roulé mais pâturé par des vaches. Donc là une utilisation très concrète pour la production animale et l'un des enjeux aussi de l'agroécologie, c'est de retrouver cette complémentarité entre production végétale et production animale, puisque celle-ci a notamment été perdue dans de nombreux bassins de production en France qui se sont spécialisés. Et troisième exemple de pratique agroécologique, c'est l'agroforesterie qui consiste à réimplanter des arbres soit entre les parcelles, soit carrément au sein des parcelles, avec de nombreux bénéfices qui sont associés à cela, du point de vue de la biodiversité, de la protection des cultures face aux aléas climatiques, mais également de la production économique ou nourricière sur les parcelles. Quand on prend cette agroécologie, on a bien dit, hein, c'est un système qui est moins spécialisé, qui est plus sobre en intrants ou quoi. Donc évidemment, il est moins productif que le modèle agro-industriel actuel. Néanmoins, si on se projette dans un monde où ce modèle agro-industriel est privé de ses principaux intrants, puisque, on l'a vu avec Philippines, ceux-ci en fait sont basés sur des ressources qui sont en train de s'épuiser, eh bien, au contraire, les systèmes agroécologiques redeviennent plus productifs en comparaison d'un système agro-industriel qui n'a plus les moyens de soutenir ces hauts niveaux de productivité. Donc on voit bien qu'ici, la tendance va au fur et à mesure s'inverser. Ce qui est par contre très clair, c'est que le niveau global de production agricole va diminuer, qu'on le veuille ou non, et donc il va falloir trouver aussi un moyen de garantir une disponibilité alimentaire malgré cette diminution de la production. Alors le levier majeur pour ça, c'est d'agir au niveau de nos régimes alimentaires en consommant moins de produits animaux et donc en végétalisant notre alimentation. Ça s'explique très bien par le fait qu'aujourd'hui, l'élevage tel qu'il est très majoritairement pratiqué dans les pays industriels comme la France et de l'élevage intensif qui repose sur une utilisation abondante de produits végétaux qui sont souvent importés d'autres endroits en dehors du territoire, voire d'autres pays, et que c'est un moyen très peu efficace de produire de la nourriture pour les êtres humains. Ici vous avez un exemple assez concret. Si vous prenez du blé à partir de, disons, 100 kilocalories de grains de blé, si vous faites de la farine et que vous nourrissez des humains avec, vous arrivez à fournir 70 à 90 kilocalories en fonction du type de farine que vous avez, si elle est plus ou moins complète. Si à la place de ça, vous nourrissez des poulets ou des cochons, qui en fait eux aussi ont besoin de consommer de l'énergie pour grandir, pour bouger, pour se réchauffer, etc. Il y a une perte, un rendement qui est évidemment moins important, et on obtient seulement, vous voyez, 20 à 30 kilocalories, donc 3 à 4 fois moins, avec une même quantité de grains au départ.
Alors on pourrait se dire que c'est pas un problème parce qu'on peut aussi donner des sous-produits des cultures végétales aux animaux d'élevage. On n'est pas obligé de leur donner directement du grain. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, puisqu'environ la moitié des céréales qui ne sont pas exportées, qui sont utilisées directement sur le territoire, en fait servent à l'alimentation animale, et donc avec une efficacité qui est très faible. Donc, un des objectifs qu'on retrouve dans les différents scénarios de transition, c'est de diviser à minima par 2 les consommations de produits animaux, et évidemment, en parallèle de ça, agir au niveau de la production, puisque c'est aussi là que se joue l'essentiel des impacts sur les pollutions locales, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Il faut bien comprendre, encore une fois, qu'on n'est pas du tout ici dans une posture de choix, puisque les contraintes qui vont s'exercer sur la production végétale vont nécessairement avoir des conséquences, et on le voit très bien aujourd'hui avec la flambée des prix des matières premières végétales qui mettent en difficulté les éleveurs qui sont dans ce genre de système peu autonome. Eh bien, on voit bien que ce genre de difficultés vont s'accentuer et qu'on a tout intérêt à les anticiper plutôt que d'attendre de les subir. C'est d'ailleurs ce que font les Pays-Bas. Alors c'est assez intéressant comme exemple, puisqu'on est là dans un pays en Europe qui est parmi les plus industrialisés en matière d'élevage. Et les Pays-Bas ont décidé de faire un plan de réduction de l'élevage industriel assez ambitieux. Ils visent une réduction d'un tiers du cheptel en 12 ans, en mettant 25 milliards d'euros sur la table. Donc on est vraiment sur quelque chose de très significatif, qui vous montre que c'est tout à fait possible de se lancer dans ce genre de choses, de mettre les ressources qu'il faut pour accompagner les éleveurs dans ces chemins de transition. Et donc d'avoir derrière un vrai projet politique qui soit adossé à cet objectif-là. Il faut savoir que là-bas, c'est pas forcément pour des raisons de sécurité alimentaire ou quoi, mais c'est simplement parce qu'il y a tellement d'animaux d'élevage et que c'est tellement concentré que les pollutions locales rendent les cours d'eau non potables, avec des forts enjeux de pollution locale qui ont motivé cette démarche à la base. Et enfin, le troisième axe qu'il est important d'avoir à l'esprit, ça concerne la répartition spatiale des activités qui constituent le système alimentaire, avec aujourd'hui une situation où l'essentiel de ce qui est produit sur un territoire est exporté de ce territoire, et l'essentiel de ce qu'on consomme sur un territoire vient d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent et qui surtout repose sur un usage très intensif du transport routier et donc du pétrole et donc d'une énergie qui, on l'a vu, est en phase de déclin. Donc ça pose évidemment des problèmes cruciaux de comment on gère une contrainte, un déclin progressif de cette ressource-là dans un système qui en fait un usage absolument indispensable. Donc là, le principe est relativement simple, c'est d'essayer de raccourcir ces chaînes logistiques en évitant de faire partir ce qui peut être consommé sur place, donc simplement en essayant de mettre davantage en relation production et consommation locale. Comme le rappelait Isabelle tout à l'heure, l'idée n'est pas de mettre fin au commerce, mais simplement de ne pas faire venir de loin ce qui peut facilement, raisonnablement être produit à proximité. Alors ça nécessite d'agir à tous les niveaux du système alimentaire, pas seulement au niveau de la production, par exemple en réintroduisant de l'élevage dans les zones de grande culture ou en réintroduisant du maraîchage autour des centres urbains. Mais vous voyez bien que le système alimentaire nécessite d'autres activités, typiquement la transformation, la distribution, etc. Et donc c'est important de vraiment avoir cette vision exhaustive et transversale du système pour ne pas se retrouver bloqué. Notamment, un des enjeux forts, c'est la question de la transformation, puisqu'aujourd'hui, ces unités de transformation sont très concentrées et réparties de manière très inégale sur le territoire. Lalagne en parlait tout à l'heure, si on prend l'exemple des moulins, bon voilà, aujourd'hui une trentaine de moulins qui fournissent les 2/3 de la farine qui est consommée sur le territoire, c'est vraiment pas grand-chose. Si on prend les produits laitiers, pour chacune des grandes catégories de produits laitiers, le beurre, le lait en brique, le fromage ou quoi, vous avez 10 sites industriels qui à chaque fois concentrent, vous voyez, 70% de la production. Donc à nouveau, quelque chose d'extrêmement concentré. Et pour la viande, on a seulement la moitié de la viande qui est produite dans seulement 20 abattoirs géants. Donc là aussi, ça pose des questions de comment on arrive à déconcentrer ces différentes filières. Un autre enjeu qui est pas forcément, qui a été relativement oublié en fait ces dernières années, c'est celui de la gestion des déchets, et notamment le fait qu'aujourd'hui on ait une gestion totalement linéaire des nutriments. On produit des végétaux qui pompent des nutriments qu'on leur apporte avec des engrais de synthèse.
on consomme ces produits-là, végétaux ou animaux, et derrière, nos excrétas, les urines et les matières fécales, partent dans tout à l'égout, dans l'eau, et ne sont pas récupérés. C'est un problème à gérer, une pollution au lieu d'être une ressource. Et or, aujourd'hui, donc on l'a vu, hein, les gisements de phosphate, par exemple, ou le gaz naturel qui sert à la fabrication des engrais azotés, ne vont pas continuer éternellement à nous approvisionner autant en ces nutriments-là. Et donc, il y a un enjeu fort de durabilité à long terme du système alimentaire qui consiste à récupérer ces nutriments de manière à reboucler les cycles et de sorte à maintenir sur le long terme la fertilité des systèmes agricoles. Donc là, on est sur un enjeu qui est souvent assez peu pris en compte, alors que c'est vraiment un élément fondamental de la durabilité à long terme des systèmes agricoles. Juste pour vous donner un exemple, la ville de Paris, il y a 150 ans, recyclait 50% de ces nutriments, des urines et matières fécales de la population dans des régions agricoles alentours. Donc on peut sûrement faire mieux que la ville de Paris il y a 150 ans aujourd'hui. Alors, on a vu que l'horizon vers lequel aller est relativement simple à comprendre, hein. Il n'y a pas d'obstacle, enfin, en tout cas cognitif, à imaginer à quoi pourrait ressembler ce système-là. Il y a des scénarios chiffrés qui montrent que c'est tout à fait réaliste. Néanmoins, du fait de l'histoire du modèle agro-industriel qui aujourd'hui domine dans nos systèmes alimentaires, eh bien, il n'y a absolument aucune raison de penser qu'on va y aller tout seul sans qu'on ne change rien par ailleurs. En gros, tout est en place pour que le système actuel soit dans une situation totalement verrouillée et qu'on ne puisse rien faire sans transformation relativement radicale des règles qui déterminent son fonctionnement. On va essayer de voir quelques-uns de ces obstacles. Et je vous renvoie à la lecture de notre dernier rapport qui les détaille un peu plus. Un premier élément, c'est la question du commerce international et de sa libéralisation ces dernières années. Puisque si on souhaite faire la transition agroécologique, on donne comme consigne aux agriculteurs d'utiliser au moins d'intrants, de se déspécialiser, et donc a priori on s'attend à ce que leur coût de production augmente et soit supérieur au coût de production d'autres agriculteurs ailleurs, dans d'autres pays, qui ne seraient pas eux soumis à ces exigences environnementales ou éventuellement aussi on pourrait parler des conditions de travail, de la rémunération. Donc évidemment, dans un système de libre marché où on met à concurrence de manière égale ces différents types de production, tout ce qu'on aura fait comme effort au niveau français pour aller dans le bon sens sera totalement réduit à néant par la mise en concurrence de produits qui seraient beaucoup plus compétitifs et qui ne respecteraient pas les exigences que l'on se fixe. Donc là, il y a un enjeu extrêmement important à apporter une harmonisation au commerce international de manière à ne pas réduire à néant ces efforts-là. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est quelque chose, un problème qui est partagé depuis les organisations environnementales, comme ici la Fondation Nicolas Hulot, mais aussi la profession agricole, comme ici Interbev, qui est l'interprofession des producteurs de viande bovine. Donc en général, ils ne sont pas très copains tous les deux. Et là, ils ont produit un rapport ensemble qui justement appelle à mettre en place ce qu'on appelle des mesures miroirs, donc qui consistent à en fait, interdire l'entrée sur le marché européen à des produits qui ne respectent pas les règles qu'on impose à nos propres producteurs, ce qui semble quelque chose d'assez logique à faire. Un autre verrou, c'est ce qu'on peut rassembler sous l'idée d'héritage de notre modèle agro-industriel, avec en premier lieu la question des investissements qui ont été réalisés par différents acteurs économiques pour avoir des gains de compétitivité, notamment acquérir des nouvelles machines, des nouveaux bâtiments, ce genre de choses, et qui en fait vont perdre de leur valeur dans un système agroécologique où on aura changé nos objectifs, les valeurs que l'on accorde à nos systèmes de production. Typiquement, si on souhaite réellement agir au niveau typiquement des productions animales, une réduction de moitié de la production de ces filières-là se traduit par le fait que de nombreux bâtiments d'élevage, de machines spécialisées ou quoi, vont perdre quasiment instantanément de leur valeur. Et donc, si on n'a pas derrière de mesures d'accompagnement, des mesures de gestion financière de ces actifs qu'on appelle échoués parce qu'ils perdent de leur valeur, eh bien, c'est simplement promettre la faillite de typiquement des agriculteurs, des éleveurs qui ont investi dans ces outils de production ou chez des industriels qui auraient fait également des investissements comparables. Donc on ne peut pas avoir un projet de transition qui ne prend pas en compte de manière très forte cette question des actifs échoués.
Un problème très semblable concerne la question de l'emploi, avec, pareil, si on souhaite être sérieux sur la question de la transition agroécologique et réduire de moitié les productions animales, qu'est-ce qu'on fait des 150 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans les filières de transformation des produits laitiers et des viandes? Qu'est-ce qu'on propose comme projet de reconversion industrielle, de reconversion professionnelle à ces filières-là? Donc là aussi, on ne pourra pas changer les choses sans prendre très sérieusement en compte cette question-là. La question de la précarité alimentaire, dont on a déjà parlé, qui est quelque chose là aussi de central, puisque faire la transition agroécologique, comme vous le disiez, nécessite a priori d'augmenter les coûts de production, ce qui, même si les calculs seraient à faire de manière un peu précise, risque d'avoir des conséquences sur les prix de l'alimentation, des conséquences à la hausse. Or, si déjà aujourd'hui un quart de la population en France déclare avoir des difficultés pour se nourrir, comment est-ce qu'on arrive à mener un projet politique qui renforcerait en fait les difficultés de cette part de la population et en fait augmenterait de manière générale la précarité alimentaire? Donc là, il y a clairement un antagonisme qui est à lever et dont un projet politique de transition doit absolument s'occuper. Et enfin, le dernier verrou, qui n'est pas des moindres, qui est une sorte de méta-verrou, c'est la question de la concentration du pouvoir au sein du système alimentaire. Lanagne en parlait, hein. Là vous avez cette figure qui est assez frappante, emblématique du problème. Hein. On a seulement 300 à peu près entreprises agroalimentaires qui concentrent 84% du marché et 4 centrales d'achat qui en concentrent 92%. Donc on a ici un goulot d'étranglement qui est extrêmement fort et qui donne un pouvoir économique à ces acteurs qui est complètement disproportionné par rapport aux autres maillons comme les exploitants agricoles ou les consommateurs. Donc là, au niveau de la négociation des prix, des standards de production, des itinéraires techniques, il y a plein de choses qui dépendent de ces acteurs qui ont un pouvoir important, qu'il est difficile de changer. Et de manière générale, aller vers une transition agroécologique consiste à aller à l'encontre de l'intérêt économique de nombreux de ces acteurs qui comptent parmi des entreprises extrêmement puissantes. Et donc il y a toutes les raisons de penser qu'elles vont s'y opposer de manière forte et avec des moyens qui sont a priori très peu comparable à ce qu'on peut, nous, du côté, disons, des partisans de la transition agroécologique, mettre sur la table. Donc il y a derrière un pouvoir sur la communication, sur la promotion de discours qui vont dans leur intérêt, qui est très difficile de contrer. Et donc là aussi, il y a un enjeu politique fort à essayer de gérer cette concentration du pouvoir. Une manifestation assez nette de ce problème-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, des questions de transition soient très souvent ramenées à des questions de comportement individuel. Donc voilà, des injonctions auprès des agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques ou des injonctions auprès des consommateurs à faire attention dans leurs choix, à être des consommateurs engagés, conscients. On voit bien que face au pouvoir disproportionné que possède une poignée d'acteurs économiques, en fait, ces injonctions-là sont totalement peu productives, voire illusoires, puisque les déterminants majeurs qui vont organiser le système alimentaire échappent complètement aux individus. On est face à un problème structurel qui nécessite d'en changer radicalement les règles de fonctionnement. Et ce n'est pas à ce niveau-là que ces changements d'organisation peuvent voir le jour. Voilà, on est sur une nécessité de transformation en profondeur des règles qui aujourd'hui conduisent à ces défaillances. Et Arthur va vous montrer quelques exemples de comment on fait. Alors voilà, Félix a montré qu'il était parfaitement possible sur le plan physique, technique, géographique, d'aboutir à un système alimentaire capable d'assurer notre sécurité alimentaire et ce de façon pérenne. Il a également montré qu'il y avait des obstacles qui n'étaient pas physiques pour le coup, mais qui étaient plutôt de nature politique et économique sur la trajectoire qu'on aimerait se fixer. Donc dans cette dernière partie, la question qu'on se pose, c'est comment dépasser ces obstacles, comment proposer des projets politiques concrets et à quelle échelle pour mettre en œuvre un système alimentaire capable d'assurer notre sécurité alimentaire dans la durée. Donc à la question qu'on nous pose très souvent dans les conférences de à quelle échelle agir, on peut agir évidemment à toutes les échelles, notamment à l'échelle nationale et à l'échelle territoriale. On s'est fortement intéressé à ces deux échelles dans nos travaux de recherche. Toutes les échelles sont bonnes à prendre et il faut bien sûr avoir les ambitions de ces moyens aux différentes échelles. Donc en particulier à l'échelle nationale, l'État fait la loi, l'État lève l'impôt, l'État a une capacité de mettre en œuvre des règles qui s'imposent au système alimentaire qui dépassent bien sûr toutes les autres échelles. Et en la matière, il y a un projet politique qui nous semble absolument fondamental et
très pertinent de mettre en avant. C'est le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Donc en France, tout le monde connaît la sécurité sociale. C'est donc un régime de couverture universelle de l'ensemble des aléas de la vie, qui comprend par exemple la couverture des accidents, la couverture des soins médicaux, l'hospitalisation, mais aussi les caisses de retraite, le chômage, tout ça. Et donc c'est un système dont on est très content de bénéficier. C'est ce qui permet en partie de ne pas avoir à s'endetter sur 5 ans si on est étudiant et qu'on a l'appendicite. Et je peux vous assurer que dans les pays qui n'ont pas de couverture de santé universelle, les habitants envient largement ce système. Le concept de sécurité sociale de l'alimentation est très simple. Il consiste simplement à étendre la couverture de la sécurité sociale aux besoins d'une alimentation saine et durable. Donc très concrètement, à quoi ça ressemblerait? Ça veut dire que chaque citoyen français se verrait remettre sur sa carte vitale un montant correspondant à un budget alimentaire de 100 à 150 € qu'il a la totale liberté de dépenser au sein de circuits conventionnés. Donc il s'agirait de conventionner les produits que l'on peut acheter avec ce budget sacralisé dans le budget des ménages. Donc le conventionnement pourrait être fait en portant sur des critères de localité de production, de saisonnalité, de pratiques agroécologiques, de répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire, de type de transformation, d'origine de transformation, et tout combiné. Si ce conventionnement est fait de façon intelligente, le formidable attrait de ce système, c'est qu'il permet de planifier la transition du système alimentaire pour subordonner l'intérêt de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire à notre intérêt collectif de long terme, c'est-à-dire à des produits agroécologiques de circuits de proximité. Disons un système alimentaire qui correspond à la définition physique d'un système alimentaire soutenable et résilient. Donc quels seraient les piliers d'une sécurité sociale de l'alimentation? Il s'inspire tout simplement des 3 piliers fondateurs de la sécurité sociale telle qu'elle a été fondée dans l'après-guerre. Le premier pilier, c'est son caractère universel, c'est-à-dire qu'elle concerne l'ensemble des citoyens. On ne crée pas une politique qui cible spécifiquement les plus démunis, qui vivent souvent ce genre de politique comme une désignation de leurs conditions indignes, mais on crée un service public qui concerne tous les citoyens et dont on est fier de bénéficier. Le deuxième pilier de la sécurité sociale, en tout cas à ses origines, c'est son conventionnement démocratique, c'est-à-dire qu'il revenait à l'origine aux bénéficiaires de la sécurité sociale de s'accorder sur les actes, les soins médicaux et les médicaments qui étaient éligibles à un remboursement. Et bien là, exactement de la même façon, on convoquerait des assemblées de bénéficiaires de la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple comme on l'a fait pour la Convention citoyenne pour le climat, en tirant au sort des citoyens dans le peuple français, et on les informerait avec des experts, des scientifiques, dont on s'assurerait de l'absence de tout conflit d'intérêt avec les acteurs du système alimentaire. On les informerait pour choisir quels doivent être légitimement des critères de conventionnement des produits alimentaires pour que ceux-ci soient issus d'une agriculture et d'un système alimentaire sain et durable. Donc c'est un point évidemment fondamental. Le troisième pilier de la sécurité sociale de l'alimentation, lui aussi inspiré du pilier originel de la sécurité sociale, c'est son financement solidaire. Autrement dit, tout le monde y contribue, tout le monde en bénéficie à hauteur de ses moyens. Donc il y a différents modes de financement envisagés. Si on vise un budget mensuel d'environ 100 € par personne et par mois sur sa carte vitale, il faudrait trouver à peu près 120 milliards d'euros, auxquels s'ajouterait une dizaine de milliards d'euros de frais de fonctionnement des caisses de sécurité sociale de l'alimentation. Pour ce qui concerne le fonctionnement, c'est moins de 1% du PIB, c'est de l'ordre de très réaliste. Et pour ce qui concerne le financement global du projet, eh bien, dans l'ensemble, on récupère autant que ce qu'on y injecte, mais sous forme de bons d'achat alimentaires. Et alors les différents modes de financement envisagés, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est particulièrement pertinent à mettre en avant, c'est une cotisation à taux fixe sur la valeur ajoutée des entreprises qui permet d'intervenir en amont du partage de la valeur entre les actionnaires et les salariés. Donc finalement, un financement qui ne pèse pas sur les salaires et les rémunérations des travailleurs. Donc il y a diverses organisations du monde académique, professionnel ou de la société civile qui soutiennent
ce projet de sécurité sociale de l'alimentation au sein d'un collectif du même nom. Et elle s'accorde sur ces 3 piliers essentiels, donc le caractère universel, le conventionnement démocratique et le financement solidaire. Il y a en ce moment une initiative qui est à l'étude et qui a été actée dans le projet de loi climat et résilience porté par le gouvernement, qui s'en rapproche, mais qui s'en éloigne également à bien des égards, qui s'appelle les chèques alimentaires. Donc vous allez en entendre parler au cours des prochains mois. Et en fait, à la différence de la sécurité sociale de l'alimentation, ce ne sera ni universel, il n'y aura pas de conventionnement démocratique et il y aura un financement dont on ne connaît pas la nature. En tout cas, il y aura un grand nombre de chèques alimentaires qui seront distribués à des personnes démunies. Donc voilà un projet particulièrement porteur d'espoir à l'échelle nationale et qui, je le répète, est vraiment très intéressant puisqu'il permet de provoquer une demande en donnant des débouchés massifs à toutes les filières qui ont besoin de se développer et en le faisant de façon démocratique. Maintenant, à l'échelle territoriale, l'objectif n'est pas ici de lister un grand nombre d'initiatives qui sont portées par les territoires. Depuis donc 3 ans d'existence de l'association, on a collaboré et travaillé avec de nombreuses collectivités. Il y a environ 300 projets alimentaires territoriaux qui sont mis aujourd'hui en œuvre en France. Il y a une volonté politique de réappropriation qui est très claire et dont ont témoigné en entrée de séance Jérémy Camus et Gauthier Chapuis. Mais c'est également le cas dans de nombreuses autres collectivités. Donc l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de lister toutes les initiatives qui peuvent être mises en place, mais plutôt de vous donner quelques recommandations générales issues de nos travaux avec les collectivités au cours de ces 3 dernières années. La première recommandation, c'est de faire remonter les politiques agricoles et alimentaires au sommet de la pile des priorités et au sommet finalement des compétences réglementaires de la commune, quand bien même la compétence réglementaire n'est pas officiellement donnée par l'État. Il ne faut pas attendre que l'État donne cette compétence aux collectivités, c'est très probable que ça n'arrive pas au cours des 5 ou 10 prochaines années. Et pourtant, ça semble essentiel que les collectivités se réapproprient cette compétence parce que, en termes de planification et d'urbanisme, il semble indispensable que, par exemple, les PAT priment sur d'autres documents de planification urbanistique aujourd'hui. Et c'est qu'un exemple. Il y a aussi un besoin de cohérence très important, de mise en cohérence des politiques menées à l'échelle locale. Autrement dit, c'est très inefficace d'investir beaucoup de moyens humains dans, par exemple, le montage d'un petit marché en circuit court dans le centre-ville, si par ailleurs on laisse l'extension d'un Leclerc de 20 000 mètres carrés de surface commerciale en grande distribution, accessible en périphérie de la ville. De la même façon, on pourra se questionner longtemps sur la meilleure façon de sensibiliser les citoyens à une alimentation saine et locale, mais on peut se poser la question de l'efficacité de cette communication institutionnelle via des prospectus, des tracts ou une conférence où on prêche des convaincus, par rapport à des encarts publicitaires de 3 mètres par 4 mètres à toutes les entrées de ville qui nous disent d'aller à McDo, Burger King ou dans toutes les enseignes de grande distribution voisines. Il faut essayer de mettre en cohérence et de s'attaquer aux choses les plus urgentes à mettre en place dès le début. Et bien souvent, ça ne demande pas de moyens financiers énormes. Deuxième enjeu, former les élus, les directeurs généraux de services et des services techniques, l'ensemble des agents des collectivités, autant que possible à ces enjeux. Peut-être un petit sondage, combien il y a d'agents de collectivités dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Il y a quand même un certain nombre, peut-être un 5e. Combien il y a de directeurs généraux des services, sait-on jamais, ou des directeurs généraux des services techniques? Pas un seul. Et combien il y a d'élus locaux? Malheureusement très peu, et on visait en avoir beaucoup plus. C'est très dur de les faire venir et évidemment ils ont un pouvoir d'influence majeur sur le système alimentaire. Donc je dirais que à votre devoir de réserve en tant qu'agent, vous devriez avoir le devoir de conviction de vos élus, les faire venir, les prendre par la main, leur dire mais c'est essentiel, c'est bien plus important que le développement de 3 emplois de caissiers dans le supermarché local. Il va falloir s'attaquer de front à ce problème de la sécurité alimentaire. C'est de l'ordre de la responsabilité du maire, le devoir de prévention. Il va falloir les mettre devant leurs responsabilités. 3e recommandation générale, augmenter les moyens humains et financiers dédiés aux politiques alimentaires. C'est dans la droite lignée des 2 autres recommandations. C'est anormal aujourd'hui qu'il y ait 1 ou 2 personnes à temps plein sur un projet alimentaire quand on voit le genre de la quantité de travail que ça demande.
quand dans le service de développement économique local ou de communication, il peut y avoir 10, parfois 20 fois plus de personnes. Quatrième et dernier enjeu et conseil sur lequel on aimerait inciter, c'est de porter des objectifs concrets et chiffrés, parce qu'on voit qu'il y a un risque que les projets alimentaires se muent progressivement en de simples recueils d'initiatives et de bonnes pratiques qu'on se contente de mettre en avant. Et ça, c'est très classiquement le cas. On fait une réunion comme ça et on se dit, c'est super, on a créé un espace bio-local, un marché de producteurs et on a créé un label local pour nos carottes régionales. Et qu'est-ce qui se passe si ces initiatives locales n'inversent pas la tendance à l'échelle régionale? Parce que c'est très, très souvent le cas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur la population agricole? Qu'est-ce qui s'est passé sur les hectares artificialisés? Qu'est-ce qui s'est passé sur la distance moyenne au commerce? C'est sur ce genre d'indicateurs qu'on doit prendre des engagements concrets et précis, sans quoi on n'est pas du tout sûr que la somme des initiatives engagées suffise à inverser la tendance. Donc là aussi, je pense qu'il est essentiel de demander aux élus et de faire en sorte démocratiquement qu'ils s'engagent sur des objectifs, au même titre qu'ils s'engagent sur des objectifs sur l'emploi et le logement. Eh bien, il va falloir s'engager sur des objectifs concrets. Oui, à l'horizon du mandat, j'aurais maintenu la population agricole, ou j'aurais converti à l'agriculture biologique tant d'hectares, des objectifs concrets qu'on pourra leur demander de voir en fin de mandat. Et après ces recommandations générales, peut-être juste un exemple de projet pour donner un peu d'inspiration qui est porté dans le Pays Basque et qui est très intelligent puisqu'il cible l'ensemble des maillons du système alimentaire. C'est par exemple la création d'une filière territorialisée blé, farine, pain. Donc le Pays Basque n'avait quasiment plus aucune culture de blé puisque ce n'était pas la culture la plus rentable à faire pousser dans cette région, mais c'est certain que ça redeviendra rentable avec un coût de l'énergie qui augmente et une meilleure répartition, une meilleure diversification des cultures. Eh bien, ils ont converti des maïsiculteurs à la céréaliculture. Ils ont fourni ainsi des ingrédients pour un moulin local qui menaçait de fermer puisqu'il n'avait plus de fournisseurs locaux. Le moulin approvisionne des boulangeries locales et tout un réseau de partenaires et de distribution locale. Et grâce à ça, on est intervenu sur l'ensemble des maillons d'une filière pour un produit de consommation classique que tout le monde consomme quotidiennement ou presque. Donc c'est le genre de projet qui peut être porté à l'échelle de la collectivité. Il y en a un très grand nombre d'autres et c'est parfois difficile de les hiérarchiser, mais on a essayé de donner des recommandations d'entrée de jeu pour hiérarchiser ces projets. Donc si vous êtes frustré par le peu de projets concrets qui peuvent être portés par les collectivités, c'est normal, il en existe un grand nombre d'autres et on en a listé un certain nombre dans le premier rapport qu'on a publié en 2019 vers la résilience alimentaire. Donc celui-ci est en téléchargement sur notre site internet. Il s'est très bien diffusé auprès des collectivités qui étaient le public qu'on visait en particulier. Et nous avons publié en début d'année un nouvel ouvrage qui s'appelle « Qui veille au grain ?» qui adresse cette fois-ci l'échelle d'action nationale dont chacun d'entre vous s'est vu remettre un exemplaire en entrant ici. Donc les deux ouvrages, celui-ci est publié en librairie, celui-ci va l'être. En tout cas, vous les trouverez tous les deux en librairie à l'automne prochain. Vous pouvez venir passer une précommande de chacun des deux ouvrages si vous en voulez un nombre groupé, par exemple pour les distribuer au hasard à l'ensemble des élus de votre collectivité. Et par ailleurs, donc les deux sont en PDF gratuit sur notre site, mais on sait très bien que lire un PDF de 100 ou 180 pages, on ne le fait jamais. Donc on vous recommande chaudement de venir recommander des exemplaires de Qui veille au grain, dont l'éditeur a accepté très gentiment qu'on préimprime un certain nombre d'exemplaires pour vous les distribuer. Donc à ceux qui aimeraient avoir la présentation en fin de conférence, on pourra bien sûr diffuser nos slides, mais sachez que l'intégralité de la conférence est expliqué de façon beaucoup plus détaillée et très claire dans ces deux ouvrages que vous pouvez trouver sur notre site. En conclusion, je vais être très bref. On a vu que le système alimentaire était très largement défaillant, autrement dit, même s'il pouvait se maintenir, ce ne serait déjà pas souhaitable, puisqu'il génère une insécurité alimentaire, il génère une fragilité sociale très importante et il cause la dégradation des conditions d'habitabilité de la Terre. Il est également très vulnérable face à un grand nombre de perturbations, si bien que les conditions qui ont permis au système agro-industriel de voir le jour et de prospérer jusqu'à aujourd'hui sont largement remises en cause.
On va le connaître absolument tous de notre vivant, et même on le connaît, on commence à entrevoir les problèmes en termes de sécurité alimentaire. Alors à l'échelle mondiale, c'est très largement le cas, mais à l'échelle nationale, on va connaître de graves perturbations du système alimentaire, et encore plus si on maintient le statu quo. Félix a présenté un état des lieux de ce que proposent de faire les scientifiques à l'échelle nationale. C'est tout à fait réaliste sur le plan physique. Il n'y a aucun obstacle matériel à la transition, à la réorientation écologique du système alimentaire. Il y a néanmoins des obstacles conjoncturels, économiques, politiques majeurs. Et si on ne les prend pas en compte, on est sûr d'aller dans la mauvaise direction et de se planter droit dessus. Donc il faut prendre en compte ces obstacles et proposer des projets politiques de nature à contourner ces obstacles. À l'échelle nationale, le projet de sécurité sociale de l'alimentation semble absolument pertinent et essentiel à mettre en avant. Et on est très heureux de le promouvoir aux côtés des organisations qui cherchent à faire connaître ce projet. Je vous remercie et on va prendre un certain nombre de questions si vous en avez. Oui, bonjour. Moi, je suis coprésidente des producteurs bio Rhône-et-Loire, mais surtout, je suis éleveuse et je suis souvent en colère. Là, je suis un petit peu en colère parce qu'on stigmatise de manière uniforme l'élevage. Et je vais prendre un exemple très concret. Moi, je suis dans les monts du Lyonnais, en altitude. Donc, c'est début zone de montagne, hein, c'est pas la grande montagne, mais on ne peut pas produire de céréales à cette altitude-là. Et les bons systèmes de prairies permanentes, sans retournement de terre, avec un ruisseau qui passe au milieu, ne consomme absolument pas de céréales pour nourrir les animaux et permet l'ouverture du paysage et la capture du carbone produit par les industriels dans les vallées. Donc il ne faut pas mélanger tout le type d'élevage. L'élevage, ce n'est pas que du poulet. Il y a aussi des vaches et des brebis qui permettent l'ouverture des paysages et empêchent, en l'occurrence dans notre région, de retourner ces prairies pour faire d'autres choses, du maïs par exemple, ou de fermer le paysage en plantant des douglas, ce qui est le cas chez nous. Les éleveurs qui sont déprimés par la stigmatisation de l'élevage arrêtent et à la place on plante des douglas. C'était une monoculture industrielle qui ferme le paysage et qui exclut le monde paysan de cette zone. Donc c'était juste une intervention sur ne mélangeons pas tout et merci de ne pas stigmatiser tout l'élevage, notamment en zone de montagne. Je pense qu'on ne peut qu'abonder dans le sens de ce que vous avez dit, et si je refais référence au rapport dont je parlais, After 2050 ou TIFA, il réserve en fait une place de choix à cet élevage herbagé qui a toutes les qualités que vous avez mentionnées. Et effectivement, là, dans la présentation, ça pouvait donner l'impression d'un avis un peu tranché ou quoi, mais il y a effectivement différentes réalités aujourd'hui dans l'élevage. Néanmoins, majoritairement, on est quand même aujourd'hui en France un élevage industriel majoritaire. Alors c'est particulièrement vrai chez les monogastriques, moins chez les ruminants, mais il y a en tout cas un enjeu important aussi à regarder très concrètement comment on organise la transition dans ces filières industrielles. Bonjour, je vais abandonner les statistiques. Du coup, je suis le deuxième paysan de la salle, il doit en rester 2 normalement. Adrien Mazet, paysan dans les monts du Lyonnais. Moi, je voudrais juste rebondir, au-delà d'abonder dans le sens de ma collègue. C'est aussi pour dire que ça fait longtemps que le monde paysan, ou une partie du monde paysan, prône toutes ces solutions-là. Et en fait, il ne faut pas être dupe. C'est vraiment les lobbies, vous en avez parlé, la puissance de l'économie, des capitaux, qui fait qu'on est face au mur face auquel on est, quoi. Il y a 70 ans que des paysans prônent l'agriculture biologique, prônent une agriculture paysanne, locale, etc. Et juste pour aller aussi dans le sens de ce qu'il existe un peu plus localement que le Pays Basque. Il y a plein d'activités. Il y a des collègues qui ont monté une transformation de petits fruits dans les monts du Lyonnais. Moi, je suis éleveur, producteur de lait. On vient de monter à 4 fermes une fromagerie collective pour transformer notre lait de manière locale. Et sur la ferme, depuis 10 ans, on transforme du lait en yaourt. Et juste pour continuer du coup sur votre exemple des yaourts du début de la présentation, on peut aujourd'hui faire des yaourts sans tout le bordel
qu'on nous a présenté. Nous, les yaourts, c'est le lait de la traite, c'est des ferments lactiques et point barre. Et ils sont livrés en direct ou via une plateforme de producteurs qui s'appelle BioApro. Il y a des plateformes comme ça sur toute la France, dans un réseau qui s'appelle le réseau Manger Bio. Vous pouvez trouver partout. Et en fait, c'est permettre à des producteurs de livrer notamment la restauration collective, mais pas que. Et en fait, il y a plein d'initiatives. Les initiatives, elles sont là. Aujourd'hui, il faut juste les mettre en branle. Juste pour terminer, la carte vitale de l'alimentation, elle est prônée par le monde agricole depuis un certain temps. On l'entend pas parce que c'est pas le syndicat majoritaire, c'est malheureusement pas lui qui fait la politique agricole. Mais il y a plein de choses qui existent. Moi, j'ai des post-it de partout. Ma collègue, elle a été obligée de m'en piquer. Merci. Là encore, on peut qu'abonder dans votre sens. Bravo pour ces projets que vous portez. Vous avez employé un mot important, le syndicat majoritaire. C'est aussi le cas des filières majoritaires qui ne sont pas telles que celles que vous décrivez. Et il y a un problème important, c'est qu'il faut se rendre compte que là, on est vraiment dans un entre-soi de personnes convaincues qu'on doit aller dans la bonne direction et des initiatives, des alternatives qu'il faut mettre en avant. Mais tout l'enjeu est de faire de ces alternatives le modèle général, le modèle dominant. Et ça ne va pas se faire sans changement radical des règles du jeu politique et économique, quoi. Pour l'élevage, c'est aussi important de le rappeler, Félix l'a dit en un mot, mais le type d'élevage que vous défendez est extrêmement minoritaire aujourd'hui en France. C'est vraiment le mot qui convient, c'est extrêmement minoritaire. Le type d'alternative que vous défendez est extrêmement minoritaire et quand on prend l'exemple du yaourt à la fraise, on pourrait avoir l'impression de mettre en avant un produit caricatural, mais ce n'est pas le cas. Il faut bien voir que 90% du marché de la consommation se fait dans les rayons de la grande distribution aujourd'hui et que dans ces rayons, la grande majorité des produits sont hyper transformés et reposent sur des chaînes de distribution internationales avec à minima une dizaine d'intermédiaires et d'usines impliquées dans chacune des étapes de la transition. Donc les initiatives et les alternatives existent. Comment faire en sorte qu'elles ne soient pas que des alternatives et que ça devienne la norme? C'est un peu tout l'objet de cette présentation. Et on a vu que la responsabilité du changement n'incombait ni aux seuls agriculteurs ni aux seuls consommateurs. C'est peut-être eux qui malheureusement aujourd'hui, de part et d'autre, ont le moins de levier pour agir. Mais la responsabilité du changement incombe à l'échelle d'action nationale et territoriale à travers des politiques publiques portées par des pouvoirs politiques forts, capables de remettre le bien commun devant les intérêts privés.